Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maurice Kamto brille de plus en plus par des incohérences terribles. Maurice Kamto n'est pas un homme de parole, il n'est pas cohérent du tout. Le professeur Maurice Kamto n'a plus de chance d'être candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Le MRC a intérêt à le chasser de la direction de ce parti le plus rapidement possible car il a détruit ce parti. Suivons maintenant quelques incohérences et contradictions de Maurice Kamto. Écoutons. Nous dirigeons vers des élections de proximité, des élections législatives et municipales. Oui, certains disent qu'ils ne comprennent pas que nous allions aux élections, alors que peut-être on n'a pas changé le code électoral, alors qu'on n'a pas réglé la crise de nos amis. Et je vous pose la question. Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, ça changera le code électoral? Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, on va régler la crise de nos autres? Nous allons aux élections pour nous donner une chance d'être en position de régler la crise. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous sommes allés aux élections en 2018. Et c'est pour cela que nous irons aux élections, s'ils tiennent ces élections, en 2020. Je le dis et je vais être clair là-dessus. La politique du boycott en matière électorale n'a jamais payé nulle part. Je voudrais maintenant vous indiquer quelques raisons juridiques et pratiques pour lesquelles le MRC appelle les électeurs camerounais à ne pas aller voter le 9 février 2020 et à rester chez eux. Vous allez oublier cela. C'est important pour qu'on comprenne tout le sens de notre décision. D'abord, en l'état actuel du système électoral, la contestation des résultats du scrutin législatif du 9 février prochain, du 9 février 2020, est impossible. Vous êtes sur Universal News TV. En 2004, avant d'être nommé ministre délégué à la justice, avait fait un éditorial dans le journal Mutation, pour lequel il était membre du conseil d'administration à l'époque, où il indiquait que lorsque le conseil constitutionnel, et à l'époque c'était la Cour suprême qui agissait comme telle, a statué, c'est-à-dire que ce n'est plus attaquable, il faut se conformer à la décision du conseil constitutionnel. On a retrouvé le même Maurice Kamto dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas illégalité? Mais c'est pour ça que je dis que Kamto est un homme complètement incohérent. On ne peut pas. Il a été dans la caravane du chairman en 92, où il a fait un discours violent contre le pouvoir, lorsque la caravane est arrivée à Bafoussam. Bon, en 2004, il y a la fête des généraux, il change de discours. Et ça n'a pas trompé personne. Tout de suite, en décembre, il est dans le gouvernement. Bon. Alors, Kamto est tellement incohérent qu'il est dans le gouvernement au moment où on modifie la Constitution, il est dans le gouvernement au moment où on réprime les marches de la faim, entre guillemets, où on prend des jeunes gens qu'on amène au tribunal, enchaînés comme des esclaves, torse nu, en caleçon, à Bounadjo. Il est dans le gouvernement. Donc quand il vient après donner de grandes leçons, il était un artisan de ce qui s'est passé en 2008 avec la fin du verrou des lois. Est-ce que vous n'êtes pas loin donc de penser que Maurice Kamto veut absolument le pouvoir? Est-ce que c'est son droit. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il présente. Maurice Kamto a toujours estimé qu'il veut un changement. Il veut un changement de la supériorité. D'accord, mais attendez, mais si je dis maintenant que je veux le changement, oui. Non. Si je dis aujourd'hui que je veux le pouvoir, je veux le pouvoir pour changer. Et si on me demande dans la rue est-ce que vous voulez le pouvoir, je dis oui. Je veux le pouvoir parce que j'estime que je peux mieux gérer. Vous êtes sur Universal News TV. Internaute, bonjour. Je suis le président Tchafak Jonas, activiste camerounais, blogueur politique. Vraiment, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit que si les internautes ne me demandent pas pardon, je ne parle plus. Mais j'ai vu, vous avez demandé tous pardon.
Ça, je vais parler. C'est vrai que mes frères Bamileke auraient été très contents que j'arrête de parler. Bon, maintenant, je vais faire le grand déballage. Parce que mes frères Bamileke ont cru que la démocratie, là, c'est seulement pour insulter Paul Biya ou Chantal Biya ou pour dire les vérités des autres gens. La démocratie, là, toutes les vérités vont sortir. Ça va cuire sur tout le monde. Pendant que tu te baisses pour regarder les fesses de quelqu'un d'autre, pendant que vous, mes frères Bamileke, que vous vous baissez pour regarder les fesses de Papa Biya, moi-même, je regarde votre part de fesses aussi derrière. Donc, la démocratie, là, va cuire sur tout le monde. Ne croyez pas que la démocratie, là, c'est pour les gens qui sont au gouvernement. Et vous, vous êtes free. Non. Je vais parler aujourd'hui de mes frères Bamileke. Vous avez dit que quoi? Que les Bamileke, c'est les plus grands travailleurs. Qu'un Bamileke de passe dit quoi? C'est du n'importe quoi. Moi, je suis Bamileke. Laissez-moi vous dire ce qui se passe chez Bamileke. Il n'y a pas un travailleur dans ce pays qui dépasse son quoi? Qui dépasse le Bassa ou le Ekang. Voilà les tribus qui travaillent. Ou le nordiste. Le Bamileke, c'est le plus paresseux des Camerounais. Je dis bien le plus paresseux. Je vais vous prouver, non, je suis Bamileke. Quand tu vois un Bamileke faire un commerce, tu vois 10 personnes s'aligner devant lui. Tu crois que c'est parce qu'il vend beaucoup ou il connaît trop faire le commerce. C'est faux. C'est parce que les Bamileke, l'homme Bamileke n'est rien sans remède. Vous partez chez les Bamileke, chaque Bamileke, sur 10 Bamileke, au moins 9 ont les serpents. Ça fait l'attirance. Quand il a une boutique, les gens sont alignés comme des fous. L'homme Bamileke est d'abord le plus grand voleur de l'histoire du Cameroun. Parce que vous passez souvent votre temps à dire « Oh, les Ekang volent. Oh. » Non, c'est-à-dire que les premiers voleurs, c'est les Bamileke. Que ce soit dans les fausses marchandises, que dans tous les domaines, que ce soit même dans le paiement des impôts, que ce soit même dans les ventes de terrain, que tu lui vends 100 mètres, tu prends 120 mètres, dans tout. Et en plus, c'est des paresseux. C'est pour ça que chaque semaine, vous les voyez, ils rentrent au village. C'est pour faire quoi? C'est pour aller renouveler le ngrimba. L'argent même qu'ils ont, tu ne peux pas trouver une vraie chaise chez lui. Parce que c'est les conditions. Il ne mange pas, il mange le mbunga seulement. Vous croyez qu'il est économe? Économe de quoi? Quelqu'un peut faire l'économie sur son ventre. C'est les conditions des sectes. Il y a une tribu qu'on appelle les Bouddhas. Si vous arrivez à Bouddha, vous voyez un bensikineur a écrit derrière la moto « Merci maman ». Il a couché sa maman pour avoir cette moto. C'est pour ça qu'il écrit derrière « Merci maman ». C'est connu, non? Peut-être vous ne connaissez pas. Les Bouddhas, quand tu arrives à Bouddha, regardez les motos, vous allez voir derrière écrit « Merci maman ». Il a couché, il a fait l'amour avec sa maman pour avoir cette moto. Les conditions des sectes. Les Bamileke ne vivent que des sectes. L'homme Bamileke n'est pas travailleur. C'est le plus grand paresseux de l'histoire. D'abord, le commerce, c'est la paresse. Quelqu'un vient s'asseoir devant une boutique toute une journée, il tape les commentaires. Les clients s'alignent, ils servent. C'est le travail, ça. Tu veux comparer ça avec quelqu'un qui travaille à la fonction publique, qui est sur tous les fronts, qui se lève à 6 heures, qui arrive, il y a les gens en rang devant lui qui doit servir. Non. L'homme Bamileke, il est au village, les crânes, le serpent, les totems, c'est lui. Toutes les mauvaises choses, c'est lui. Et maintenant, il se place, il dit qu'il est trop grand travailleur, il est plus travailleur que l'homme Bassa, plus travailleur que l'homme Ekang. Tout ça parce qu'il a de l'argent sale. L'homme Bamileke, en fait, a de l'argent sale. Les gens les plus propres au Cameroun, c'est les quoi? Les Ekang, les Bassa, les Douala. Voilà même les gens qui peuvent gérer ce pays. Si vous donnez le pouvoir aux gens, à mes frères Bamileke, je ne déteste pas Bamileke, je suis Bamileke, je ne peux pas détester ma tribu. Mais je dis tout simplement la vérité. Les Bamileke ont trop trompé les gens en racontant aux gens qu'ils sont des grands travailleurs. L'homme Bamileke ne travaille rien. L'homme Bamileke, son problème, c'est la magie. Quand il a une petite boutique, il fait l'attirance. On achète, tu ne vois même pas ce qu'il vend. Tu vois seulement les gens en rang devant. Toi, tu viens, tu ouvres la boutique, ça ne passe pas. Dans tous les marchés, c'est eux, les sectes, pour vendre les gens.
tous les jours, ils sont en deuil tous les jours parce qu'ils ont fait de la mort un commerce. Vous savez que le diable aime bien ça. Donc, ils sont toujours en noir. Vous arrivez tous les jours, les Bamileke sont dans les deuils, en train d'enterrer les gens qu'ils ont vendus pour avoir l'argent. C'est ça l'économie, c'est une économie ça. Une économie basée sur la nécrologie. C'est l'économie ça. Basée sur la mort des autres. C'est l'économie, c'est le travail ça. Le travail de tuer les gens pour avoir l'argent. Ou le travail de rendre les enfants fous chez toi. Tu arrives chez un Bamileke, il a toujours un enfant pamparampam. Tous les grands riches Bamileke ont toujours les enfants pamparampam. Les enfants qu'ils ont vendus, le diable a dit que donne-moi un enfant, je vis dans lui pour que tu me prouves ta fidélité. Dès que le diable entre dans cet enfant, ça désorganise tout le système de l'enfant. L'enfant devient papa. Et il ne joue pas avec son enfant là, hein, parce que c'est grâce à ce sacrifice qu'il a toutes les chances qu'il a dans la vie. Et c'est ça le travail des Bamileke. Voilà la première économie. Une économie du crime crapuleux. Donc, vous, mes frères Bamileke, respectez d'autres tribus qui ont décidé de travailler avec Dieu pour avoir de l'argent. C'est pas parce que vous êtes avec le diable que vous croyez que c'est l'économie, vous êtes fort. Vous n'êtes pas plus fort que les autres. Un Bamileke ne travaille pas plus qu'un Écan. Un Bamileke ne travaille même pas du tout. Il est seulement dans les sectes, dans les rites pour avoir de l'argent, les rites sataniques. C'est ça, mes frères Bamileke. Donc arrêtez. Vous ne pouvez même pas prendre le pouvoir. C'est que tous les jours, les grumiers, les cas de transport vont faire les accidents parce que vous vendez les gens pour gagner les élections. C'est que le Cameroun va devenir le pays où il y a le plus de morts. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas une province où les gens meurent comme à l'ouest. Si dans d'autres provinces, par mois, il y a 10 cadavres, à l'ouest, il y a au moins 100. Tout ça pour de l'argent, n'importe quoi. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Certains voyous, parce qu'il faut appeler ces gars par les noms. Aujourd'hui, qui se permettent d'aller vilipender, c'est-à-dire sans je sais pas, aller vilipender le nom du Cameroun. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'avez pas le monopole de la sauvagerie. Nous, ici au Cameroun, nous savons le faire. Et je veux dire, nous ne savons pas que ces gens de la diaspora, les gars de la base, le confinement, cher frère Dipita, les a ouverts, comme on dit, ils ont été piqués par d'autres virus, donc qui montrent leur côté animal. Parce que ce qu'on a vu hier, c'est qu'ils nous ont montré leur côté animal. Ils se sont transformés en macaques de la base. Donc, ils ont montré leur spécialité de grimpage. Parce qu'il n'y a que les macaques qui grimpent. Maintenant, ce n'est plus foncer les portes, les barrières, l'entrée des ambassades. Maintenant, ils grimpent le mur. Nous allons attirer l'attention de Angela Merkel et de tous les autres chefs d'État de l'Union européenne. Parce que quand ils nous montrent déjà qu'ils grimpent dans les ambassades du Cameroun pour aller chercher de la banane et faire n'importe quoi, demain on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils vont entrer dans les maisons des Blancs, n'est-ce pas, pour aller peut-être voler, aller faire des choses. C'est inacceptable. Merci. Vous savez, c'est par respect que nous respectons le professeur Kamto en tant que notre frère. Le MRC d'hier, vous l'avez tué, vous l'avez chiffonné, vous l'avez... Il n'y a aucun lien avec entre ces messieurs. Non, je suis désolé, ce sont ces gars qui appellent le nom, Dibita, allons-y. Ces gars, ils appellent tous les jours le nom du professeur Kamto, président. Mais pourquoi appeler le nom du président Biya? Sans forcément qu'il soit lié. Non, je dis qu'il y a beaucoup qui appellent le nom du président Biya sans forcément qu'il soit du RDPC. Non, mais ces gars, c'est des petits voyous parce qu'au contraire, nous avons beaucoup de respect tout pour le professeur Kamto. Je veux d'ailleurs vous dire quelque chose. Moi, j'étais tout récemment à l'Ouest. Je suis allé, j'ai assisté au deuil du professeur Ndamjoya, qui est un fils, un grand, digne fils du Cameroun. Pour vous dire que nous, dans le RDPC, on ne nous apprend pas la division. Vous, du côté du MRC, vous avez laissé ces gars, le beau MRC que nous avons vu, notre fils, Amadou Mota,
pour qui j'ai beaucoup de respect aujourd'hui, qui est incarcéré en prison. Nous voyons le MRC d'hier n'est pas le MRC d'aujourd'hui, parce que certains de vos gars continuent à vilipender ces gens et ils pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir faire. Et je tiens à vous dire, chers frères, dites-leur que c'est la dernière fois. Non, c'est la dernière fois, parce que le président Biya a toujours dit, calmez-vous. La prochaine fois, nous allons leur montrer. Merci, Alex Ngepi. Vous êtes sur Universal News TV. Mais voyant le SDF en bonne place dans la conduite des mairies, le fait comme par un décret de 96, décembre 96, alors que les élections ont eu lieu en mai. Décembre 96, on a complètement changé l'approche du FECOM. Le FECOM est devenu le gestionnaire des fonds municipaux. C'est-à-dire qu'au lieu que les mairies touchent leurs fonds et développent leur ville, on a dit qu'on va centraliser ces fonds-là et puis, sous la houlette d'un certain nombre de ministres, on va faire des péréquations qui vont permettre de financer les mairies de toutes les villes du Cameroun. Ça ne s'est jamais vu. Mais parce que l'opposition n'a pas maîtrisé ces éléments et n'a pas non plus créé des conditions pour que des experts qui savent à quoi ça peut correspondre puissent rentrer dans le jeu. Chacun a dit, moi je suis le plus fort, c'est moi le plus gros, c'est moi le plus gros. Le pouvoir a laissé faire et maintenant l'opposition est au plus bas et c'est pour ça que je dis que c'est une opposition par défaut. Elle ne peut plus convaincre personne qu'elle est une alternative au pouvoir. L'opposition telle qu'on la voit là. Telle qu'on la voit aujourd'hui? Aujourd'hui, telle qu'on la voit aujourd'hui, oui. Elle ne peut... Il y a de nouvelles formations politiques qui essaient de faire les choses autrement. Il y a des nouvelles, il y a toujours eu des nouvelles formations politiques. Oui. Il y a toujours eu des nouvelles formations. Il y a eu, au départ, les Gyokam n'étaient pas candidats, puis sont devenus candidats. Les Kawala n'étaient pas candidats, ils sont devenus candidats. Cette année, les Cabral Libi n'étaient pas candidats, ils sont devenus candidats. Les Matomba n'étaient pas candidats. Il y a toujours mais c'est pour donner des divers, c'est-à-dire 2-3 députés par-ci, 5 par-là. Le PCRN, c'est quand même 5 députés et une nouvelle formation politique arrivée, créée quelques mois seulement avant la présidentielle, avant les élections, justement, législatives et municipales de février dernier, mais qui parvient à obtenir 5 députés à l'Assemblée nationale, des postes de conseillers municipaux et autres. C'est un travail à saluer tout de même, non? Non, le tout est de savoir la question que vous posez. S'il faut saluer les résultats du PCRN, il faut les saluer. Oui. Et ils sont à saluer. Ils sont véritablement probants. La question est de savoir, est-ce que l'opposition constitue une approche alternative au pouvoir du RDPC? Là, je dis non. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas avec 5 députés que vous allez faire une alternative de 140 députés, d'une part. Et d'autre part, les ressources du pays sont gouvernées par le RDPC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les proviseurs de la République sont des proviseurs du RDPC. Il faut peut-être en voir un qui échappe un peu. Les censeurs, c'est pareil. Les directeurs généraux, c'est pareil. Toutes les ressources du pays sont tenues par le RDPC. Donc d'avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 députés. Que fait-on dans ce cas? On abandonne tous l'opposition et on rallie le RDPC. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Non, chacun a sa vocation. Oui. Chacun a sa vocation. Le travail que personnellement je peux faire au RDPC, c'est pas n'importe qui peut le faire. Pourquoi? Parce que j'ai une histoire. Ici, je vais au RDPC, 90% des gens me connaissent, Biya me connaît, donc quand je leur parle, ils savent de qui je parle. Mais il y en a qui ont d'autres talents, qui peuvent mieux organiser l'opposition. Ça ne veut pas dire que s'ils viennent au RDPC, ils pourront jouer le même rôle que le mien. Mais pourquoi estimez-vous que l'opposition aujourd'hui ne constitue pas une alternative au RDPC? Au regard des résultats dont nous parlions tout à l'heure, il vaut mieux avoir 5 députés lors d'une élection que de n'en avoir aucun. C'était le cas du MP à l'élection de février 2020 dont nous parlions tout à l'heure. Et bien d'autres formations politiques ont fait des scores honorables. 5 députés, c'est quand même 5 voix qui pèsent, qui portent à l'Assemblée nationale.
Moi, je voudrais que nous nous entendions bien. Première chose, je répète, c'est une excellente chose d'avoir 5 députés. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. C'est un effort louable. C'est bien le début de l'alternative, non, au RDPC. C'est là où... Ça aurait été plus 5 députés pour le RDPC. C'est là où on diffère. L'UNDP a eu 68 députés. Ça n'a pas été le début de l'alternative. L'UPC a eu 18 députés. Ça n'a pas été le début de l'alternative. Le SDF a eu 43 députés. Ça n'a pas été le début de l'alternative. Alors, tout d'un coup, nous dire que 5 députés, c'est le début de l'alternative, oui, on peut parfaitement le dire, mais l'approche logique et systématique ne nous permet pas d'aboutir à ces conclusions-là. Parce que des gens qui ont eu 5 députés, 6 députés, 7 députés, on en a eu presque toujours. Oui. Alors, il faut autre chose. Et c'est cette autre chose que l'on n'a pas encore. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est le projet alternatif. Et le projet alternatif, on ne le voit pas. Mais nous ne souhaitons qu'une chose, que ceux qui ont des députés, qui en ont 5, qui en ont 10, qui en ont 15, qui en ont 20, qui en ont 30, qu'ils puissent aller de l'avant. Mais dans le même temps, nous sommes des analystes critiques de ce qui se passe. Est-ce que vous ne le dites pas aujourd'hui parce que vous avez rejoint le RDPC? Je parlais de ces formations politiques. Il y a le MRC, par exemple, le PCRN, dont nous avons parlé, qui anime la scène politique, qui propose effectivement un projet alternatif. Toutes ces formations politiques en proposent, d'ailleurs, ces projets alternatifs-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne dites pas que l'opposition ne porte pas ce projet alternatif parce que vous avez rejoint le RDPC, que vous voyez une opposition fainéante, si je peux m'exprimer ainsi? Je pense que je voudrais m'éloigner de la polémique, parce que je considère, vu ma position, qu'elle ne sert pas à grand-chose. En 2018, il s'est agi de désigner celui que chacun supportait pour être président de la République. Oui. Nous avons, nous, l'UMP, choisi Paul Biya. Donc, on n'attendait pas qu'on n'ait aucun député pour dire que voilà, comme nous, on n'a rien, on est quelque peu aigri de voir que d'autres partis ont. Non. On a donné les motifs pour lesquels on a pris cette décision. Les éléments sont passés. La campagne nous a indiqué à suffisance que nos points de vue étaient tout à fait raisonnables. Parce que quand je prends point par point les propositions qui ont été avancées par différents candidats sur des points extrêmement précis, comme la guerre dans le Nord-Ouest, comme la lutte contre la corruption, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, mais chacun dit ce qu'il a à dire. Alors maintenant, on va aux élections municipales et législatives. Il y a des partis qui en sortent avec des résultats probants, d'autres qui n'en ont pas. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Oui. Maintenant, à partir de ces résultats-là, nous souhaiterions que les alternatives se dessinent. Et on ne les voit pas. Je vois, et on a vu ça ici, parce que ces partis, pour l'essentiel, ont été candidats, même à Douala Premier, soit directement, soit sous d'autres formes. Et l'un des arguments majeurs était la jeunesse. Il faut que la jeunesse prenne le pouvoir, parce que la jeunesse n'est pas une alternative au pouvoir. L'alternative au pouvoir, c'est régler tous ces problèmes-là que l'on voit. C'est régler Boko Haram, c'est régler le Nozo, c'est régler la corruption, c'est régler l'emprise de l'État, c'est régler la marginalisation de l'opposition. Vous estimez que tous les partis politiques de l'opposition réunis ne font pas de propositions concrètes allant dans le sens du règlement de toutes ces questions-là? Mais vous êtes dans l'imagination. Nous, ce qu'on attendrait que ce soit concret. Mais on attend. Comment peuvent-ils concrétiser? Une formation politique de l'opposition, comment peut-elle concrétiser? Vous n'avez fait que proposer quand vous étiez au MP, mais oui, comment on a eu de nombreuses propositions, du SDF,
le CPP, beaucoup de formations politiques qui en proposent tous les jours, mais qui sont parfois pas écoutées, comme c'était le cas pour vous au MP, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure. Oui, mais... C'est d'ailleurs pourquoi vous avez ADPC en estimant que vous pouvez être mieux écouté. Oui, mais c'est, je crois, dans la Genèse de la Bible qu'on a dit, au commencement était la parole. Ouais. Donc, il faut commencer par la parole. Mais la Bible, elle, c'était la parole de Dieu. Donc, la lumière phare et la lumière vue. Ouais. Nous, c'est la parole politique. Et la parole politique, elle est destinée à qui? Elle n'est pas destinée à ceux qui l'écrivent. Elle est destinée à ceux pour lesquels elle doit transformer la société. Et là, j'écoute donc attentivement. C'est vrai, les gens disent beaucoup de choses. Quand les gens disent qu'on va monter le SMIC à 160 000, ils disent beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui fait analyse politique, il se demande, mais où on va? Quand les gens disent, bon, il y a une insurrection, il faut déposer les armes. Oui, il a dit quelque chose. Mais je crois que, précisément, la discrimination entre ce qui est fondé et pertinent doit se faire par rapport à ce qui ne l'est pas. Et c'est la recherche de ce qui est fondé et pertinent qui nous intéresse. Donc, à chaque fois que vous me direz, il y a ça, je vais peut-être froncer un peu le sourcil et je vais dire, bravo, c'est bon, il y a peut-être une voie là. Mais si vous ne me dites pas ça, vous dites qu'il y a des gens qui parlent, oui, les gens y parlent. Mais encore faut-il que la parole devienne acte. Pour qu'elle devienne acte, il faut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit suivie, il faut qu'elle soit assimilée. Et c'est là où on ne voit pas. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La Grande-Bretagne soutient le Cameroun dans le combat contre le Covid-19. L'ambassadeur du Royaume-Uni, son Excellence Rowan James Laxton, annonce l'apport de Londres, 744 millions de livres sterling, soit environ 1 milliard de francs CFA. L'annonce était faite ce mercredi au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Au menu de l'audience, également la crise sanitaire mondiale, bien sûr, mais également d'autres sujets d'intérêt commun. Un reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Cameroun-Grande-Bretagne, le point de la coopération bilatérale s'effectue en termes de partenariats divers. Actualité oblige, la lutte contre la propagation du Covid-19 occupe les premières loges. Londres met à la disposition de Yaoundé une aide de 744 livres sterling, soit un peu plus d'1 milliard de francs CFA, pour soutenir le centre Pasteur de Yaoundé et accompagner la décentralisation des opérations de dépistage. Nous avons donné déjà 744 millions de livres sterling pour soutenir les efforts globaux. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le haut-commissaire plaide pour le rapatriement de ses compatriotes encore bloqués au Cameroun. Autre sujet de préoccupation, la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le diplomate britannique soutient l'effort de reconstruction en cours. Là, nous sommes déjà des donateurs majeurs en ce qui concerne le relève humanitaire. Avec plus de 30 000 décès dus au Covid-19, la Grande-Bretagne est le deuxième pays au monde le plus affecté après les États-Unis. Mais avec la levée du confinement annoncée le 7 mai prochain, Londres a fait le choix de scruter d'ores et déjà les opportunités qu'offre l'après-Covid-19. Nous sommes en train de recalibrer un peu les mesures, mais comme notre Premier ministre a dit, maintenant c'est le moment de l'opportunité, mais c'est aussi en même temps le moment du plus grand risque. En ce mercredi 6 mai 2020, les Britanniques sont aux côtés des Camerounais face à ce virus ravageur qu'est le Covid-19. Et voici le point du jour sur ce front de la pandémie. Allons maintenant prendre le pouls du Cameroun en lutte contre le coronavirus. La communication de ce mercredi au Centre des opérations des urgences de santé publique annonce 2 nouveaux cas de guérison. Pour d'autres nouvelles, Évariste Yenga nous attend déjà au QG de Messa. Bonsoir Évariste, bonsoir à votre expert de ce soir. Quelles autres nouvelles ?
Bonsoir Adèle. 2 nouvelles guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. Ces 2 nouveaux guéris portent à 1021 guéris au total, donc depuis le début de la lutte contre cette pandémie. C'était l'un des axes de la communication du docteur Etundi Mbala lors du point journalier. Un autre axe assez important, il a relevé que cela fait exactement 60 jours que le Cameroun est engagé dans ce combat contre la pandémie du coronavirus. Souvenez-vous, le premier cas signalé, confirmé, c'était le 6 mars dernier. Et donc, 60 jours après, le bilan pour lui est d'ailleurs largement positif, en ce sens que c'est de la stabilité. Il y a eu 2 guéris aujourd'hui. C'est une avancée, même à petite foulée, mais en mettant le nombre de guéris qui va au-delà du millier d'aujourd'hui et le nombre de contaminés qui est assez relatif. Il s'agit d'une période de stabilité que vit le Cameroun, a indiqué le docteur Etundi Mbala. Ce soir, nous allons parler avec notre expert, le docteur Mengue Nelor, responsable de l'unité de la prise en charge psychologique, plutôt d'un cas qui intéresse donc beaucoup de suspects qui sont restés à la maison et même des Camerounais qui ont de la peine à aller vers les formations hospitalières. Avec elle, on verra comment vaincre la peur de se rendre à l'hôpital. Bonsoir docteur. Bonsoir. Dis-nous, la psychose du Covid-19 est si grande que plusieurs patients, même des malades ordinaires, ont peur de se rendre vers des formations sanitaires. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans notre contexte, tout ce qui tourne autour de la Covid-19 est source de stigmatisation. Dans un premier temps, on a des cas Covid positifs qui ont du mal à aller dans les formations sanitaires justement parce que ces personnes sont souvent stigmatisées, marginalisées, rejetées par la population. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important ici de dire que l'entourage doit soutenir, doit encadrer ces derniers. Maintenant pour la population ordinaire, également, on se rend compte que les formations sanitaires qui prennent en charge les cas de Covid-19 positifs sont de plus en plus désinvestis. Et ça, c'est par rapport à la représentation qu'on a du Covid-19. Parce que Covid-19 dans notre environnement signifie mort. Donc, par instinct de survie, personne n'a envie d'affronter la mort. Même si on est plutôt concerné par d'autres pathologies qui n'ont aucun rapport avec le Covid-19. Dites maintenant, les hôpitaux de district et les centres médicaux d'arrondissement ne sont pas spécialisés à la prise en charge des malades du Covid-19. Mais quel est le dispositif adapté là-bas dans ce contexte de pandémie? De façon globale, comme vous le savez, il y a des formations sanitaires qui sont agréées pour la prise en charge. Mais bien évidemment, celles qui ne le sont pas sont quand même capacitées pour détecter les cas, pour poser les diagnostics, sont capacitées dans les mesures de protection également et dans les références. Prenons en cas de figure un malade de paludisme qui présente les symptômes du palud. Lorsqu'il va vers une formation sanitaire, est-ce qu'il est obligé d'être soumis à un test du Covid-19? Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte actuel, le personnel soignant doit observer les mesures barrières. C'est vrai qu'il faut consulter, mais si le diagnostic, si les critères diagnostiques ne sont pas retrouvés, alors il n'y a pas de dépistage. Et pour terminer cet entretien, que dites-vous à ceux des malades qui hésitent à se rendre à l'hôpital par peur de contamination ou par peur de tests positifs? Voilà, généralement aussi on a ces 2 cas de figure. À ceux qui sont Covid positifs, parce que c'est de plus en plus fréquent, on a honte, ces personnes ont honte, ces personnes ont peur du regard de l'entourage, parce que de plus en plus, par exemple, il y a des ambulances qui viennent les chercher à domicile. C'est l'occasion de leur faire comprendre qu'il est très important d'aller dans une formation sanitaire, d'abord par rapport à leur santé, à leur sécurité et à la santé des personnes de l'entourage. Pour des personnes ordinaires,
Ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que Covid-19 n'est pas égal à mort. Au moins 95% des cas guérissent et que nous continuerons à décéder de nos maux quotidiens. Parce que avant Covid-19, on décédait. Pendant Covid-19, on aura des cas de décès, comme après Covid-19, et de faire très attention parce que ici nous sommes en face d'une grippe dont le taux de létalité est faible, mais à côté de cela, on a quand même des maladies comme le paludisme, quand même qui continuent à faire des dégâts. On a des personnes hypertendues, des personnes diabétiques, donc c'est très important de comprendre que le taux de mortalité de ces autres pathologies reste plus élevé que celle de la Covid-19. Merci docteur, cet entretien vient de s'achever, on l'a retenu, il faut briser la barrière, il faut aller à l'hôpital car il n'y a pas que la pathologie du Covid-19 dont il faut prendre charge dans ces formations sanitaires. Ce jour symbolique donc des 60 premiers du combat contre la pandémie du coronavirus ramène donc par exemple cet autre message, 97% des cas de prise en charge s'achève aussi par de la guérison. À vous. Voilà, de très bons espoirs. Merci Évariste, merci au docteur Laure Menguene pour toutes ces assurances ce soir et pour renforcer le dispositif de protection. À la base, le don spécial du président de la République continue d'atteindre les communautés. Dans l'arrondissement de Tonga, région de l'Ouest, ces équipements et produits sanitaires étaient réceptionnés et distribués par le préfet du département du Ndé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.